donne la suite de la modération au professeur Mahatia pour appeler les orateurs suivants pour la présentation. Merci. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier à mon tour professeur Serhan et à travers elle tous les gens qui sont présents et qui ont pu réussir cet événement. Donc déjà pour cette très belle organisation, bien sûr l'accueil qui était très chaleureux et également pour le choix des thèmes qui sont très enrichissants. Et donc, dans le même contexte, l'atout souvent lié aux pneumopathies interstitielles diffuses est un symptôme qui est complexe et qui est difficile à traiter et qui peut constituer donc une source de souffrance pour le malade et peut compliquer la prise en charge de la maladie. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième présentation, qui est la prise en charge de l'atout chronique au cours des pneumopathies interstitielles diffuses, animée par professeur Kouismi, chef de service de pneumologie au CHU de Oujda. À vous la parole, professeur Kouismi. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier mes collègues universitaires de pneumologie d'Agadir, à leur tête, professeur Serhan, pour son invitation et pour la deuxième fois consécutive. Donc un grand merci à Hind et vive la prochaine fois, Inch'Allah. Bien sûr, c'est une thématique très, très riche dans ce congrès. Et parmi les sujets que je vais en parler, c'est la prise en charge, toujours dans le cadre des pneumopathies infiltrantes diffuses, d'un symptôme fréquent qui pose beaucoup de problèmes, qui est la toux chronique. Donc, en guise d'introduction, la toux, c'est un mécanisme physiopathologique de nettoyage et de clairance mucociliaire. Donc, la définition elle est claire chez l'adulte, c'est à partir de 8 semaines. Et c'est un symptôme qui dérange la nuit et nécessite un diagnostic précis, justement pour avoir un traitement efficace. Il y a un problème tout d'abord de terminologie concernant la toux chronique. Donc, bien sûr, la toux chronique, c'est une toux gênante persistante pendant la journée, et plus de 8 semaines, mais il faut faire gaffe par rapport aux autres types de toux, notamment réfractaires, où la toux échappe, même si le diagnostic est là, on n'arrive pas à prendre en charge correctement la toux idiopathique et surtout le syndrome d'hypersensibilité de la toux, donc, qui est très fréquent dans la pathologie interstitielle diffuse et qui constitue une entité physiopathologique très spéciale. Donc, la toux chronique, c'est un motif très fréquent en consultation, que ce soit en médecine générale, donc 6% des consultations en médecine générale, mais surtout, ce qui nous intéresse en pneumologie, c'est à peu près jusqu'à un tiers des patients consultent pour la toux chronique. C'est un symptôme qui est fréquent chez les tabagiques, 3 fois plus fréquent. Et le grand problème, c'est la confusion entre la toux chronique et l'infection, d'où émanent beaucoup d'antibiothérapie prescrites d'une façon erronée. Concernant la prévalence de la toux chronique dans le monde, donc, ça peut aller de 0 à 20%, voire même plus, par exemple en Australie. Malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas un registre national de la toux chronique, donc du coup, on n'a pas une idée exacte sur cette prévalence dans notre pays. Les études mondiales ont montré que les 2/3 des tousseurs chroniques, c'est des femmes, avec un chiffre de 66%. Donc, concernant des études qui ont intéressé plus de 10 centres de la toux. Alors, les étiologies de la toux chronique, ils sont bien sûr diverses. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est les pneumopathies interstitielles diffuses, donc qui constituent quand même, c'est parmi les causes moins fréquentes de la toux chronique, mais qui posent beaucoup de problèmes. Alors, cette toux chronique, selon l'âge, peut s'associer à d'autres comorbidités, donc, comme la pneumopathie infiltrante diffuse. Donc, vous voyez, donc, on la voit pratiquement dans toutes les périodes d'âge et qui accompagne pas mal de comorbidités, un diabète, un asthme, une rhinosinusiite. Donc, toutes ces comorbidités peuvent aggraver cette toux chronique. Donc, un petit rappel concernant les pneumopathies infiltrantes diffuses. Donc, dans la toux chronique, on va surtout s'intéresser à 4 entités. Donc, le chef de file, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique.
la sclérodermie, la pneumopathie d'hypersensibilité et la sarcoïdose. L'atout associé ou dans le cadre de, comme j'ai dit, à la pneumopathie infiltrante diffuse, c'est un symptôme très fréquent, avec malheureusement la prévalence n'est pas toujours décrite. On va citer quelques séries. Souvent associé à une augmentation de la symptomatologie, de la sévérité et de la mortalité, parfois même de pose d'indication de transplantation pulmonaire, surtout en cas de fibrose pulmonaire idiopathique. C'est un symptôme qui diminue la qualité de vie. Il faut savoir que la majorité des études décrites concernant cette association toux et pneumopathie infiltrante diffuse concernent surtout la fibrose pulmonaire idiopathique jusqu'à plus de 80%, d'où l'intérêt d'élargir les études pour avoir plus de précision et plus d'expression par rapport à cette toux chronique dont la pneumopathie infiltrante diffuse. Et du coup, donc, il y a peu d'informations concernant la prise en charge thérapeutique de cette toux chronique. La toux chronique dans la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est un facteur de risque, comme cité donc, dans cette slide-là, associé à d'autres facteurs de risque déjà connus de la fibrose pulmonaire idiopathique, l'âge, le sexe masculin, le tabagisme, l'exposition environnementale, etc., la génétique. Alors, la prévalence de la pneumopathie infiltrante diffuse, ça peut aller entre 50 et jusqu'à 90% des cas, des patients porteurs d'une pneumopathie infiltrante diffuse. Et en cas de sarcoïdose, c'est entre 3 et 64% selon des revues récentes. Concernant la fibrose pulmonaire idiopathique, la prévalence de la toux chronique peut aller jusqu'à 88% des cas. Pour la pneumopathie d'hypersensibilité, jusqu'à 83%, la sclérodermie, 73%, et pour la sarcoïdose, la prévalence de la toux chronique peut aller jusqu'à 64%. Alors, quel est l'impact de cette toux chronique lorsqu'il s'agit d'une pneumopathie infiltrante diffuse? Donc, il y a une augmentation de taux de mortalité, une diminution de la fonction respiratoire, que ce soit la capacité vitale forcée ou la diffusion alvéolo-capillaire, l'augmentation des scores de dyspnée et aussi l'augmentation des scores de qualité de vie, que ce soit pour la toux ou pour calculer la sévérité de la toux, comme le score LCQ, et aussi l'augmentation du réflexe d'hypersensibilité lors de la toux. Donc, on va voir dans la fibrose pulmonaire idiopathique en premier, dans la sarcoïdose, dans les pneumopathies d'hypersensibilité et dans les PID dus à la sclérodermie. Comment mesurer cet impact de la toux chronique lors d'une pneumopathie infiltrante diffuse? Donc, dans la littérature, il y a simplement des écrits par rapport à la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, il y a des éléments subjectifs comme l'échelle visuelle analogique, le questionnaire de LCQ, et il y a des éléments objectifs comme le test. Donc, on fait inhaler au patient un agent tussif et on va mesurer cette sévérité. Et aussi, on peut enregistrer par microphone la sévérité de la toux chez un patient qui a une fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a des scores qui sont validés, comme le cough monitor, et il y a d'autres scores qui ne sont pas validés. Un point très important, c'est le syndrome d'hypersensibilité réflexe dû à la toux, est très fréquente dans la fibrose pulmonaire idiopathique, dans la sarcoïdose et aussi dans les pneumopathies infiltrantes diffuses dans le cadre d'une sclérodermie. Il y a des facteurs ou des comorbidités qui sont fréquemment associés à la fibrose pulmonaire idiopathique lors de la toux chronique à chercher systématiquement. Donc, le reflux gastro-œsophagien, le syndrome de l'apnée de sommeil, l'emphysème, l'atteinte ORL, l'infection et parfois un cancer bronchique. Il y a une relation entre ces quatre entités, la fibrose pulmonaire idiopathique, le reflux gastro-œsophagien, la toux chronique et le syndrome de l'apnée de sommeil. Donc par un cercle vicieux. Donc la fibrose pulmonaire idiopathique, par traction, va endommager le sphincter inférieur de l'œsophage et du coup on peut aggraver le reflux gastro-œsophagien. Et au contraire, les micro-aspirations peuvent endommager encore plus
l'épithélium bronchique et aggraver la fibrose pulmonaire idiopathique. Le SAOS entraîne une hypoxie qui va aggraver l'hypoxie existante lors d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a une augmentation de la pression transdiaphragmatique lors du SAOS qui va encore majorer le reflux. Donc, ces quatre éléments sont reliés entre eux pour aggraver la toux lors d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Aussi, l'impact de la toux il est important. Ça peut être mesuré en cas de fibrose pulmonaire idiopathique et de sarcoïdose par le LCQ et le score de Saint-Georges respiratoire pour apprécier la qualité de vie. Donc, la toux, c'est un élément très important à préciser. Pour la sclérodermie, dans l'étude sclérodermale Lung Study 2, qui a comparé la MMF au cyclophosphamide, il y avait l'incrimination des patients qui ont une DLCO effondrée, un reflux gastro-œsophagien. C'est des patients qui font plus de toux chronique par rapport aux autres cas. Dans une autre étude, pour la fibrose pulmonaire idiopathique et aussi la sclérodermie, il y a une majoration de l'effondrement de la qualité de vie, donc que ce soit sur les scores de symptômes, d'activité ou d'impact. Qu'en est-il de la sévérité de la toux et de la présence d'une toux productive? Cette étude-là a montré l'augmentation de la sévérité et de la production des expectorations chez les patients qui ont surtout une fibrose pulmonaire idiopathique et une pneumopathie d'hypersensibilité avec des scores de toux qui sont élevés. Y a-t-il une relation entre la dyspnée et la toux chronique chez les patients ayant une fibrose pulmonaire idiopathique et une sclérodermie? La réponse est oui, un peu moindre par rapport aux patients qui ont une pneumopathie d'hypersensibilité. Y a-t-il des prédicteurs d'avoir une toux chez les patients qui ont une pneumopathie infiltrante diffuse, en comparant la fibrose pulmonaire idiopathique, la pneumopathie d'hypersensibilité et la sclérodermie? Eh bien, pour la fibrose pulmonaire idiopathique et la sclérodermie, chez les patients qui ont un score de dyspnée élevé, une fonction respiratoire altérée, ils ont plus de risques de développer une toux chronique, parfois réfractaire. Par contre, les autres éléments que le reflux gastro-œsophagien ne constitue pas un facteur prédicteur de toux chez les patients qui ont une pneumopathie au stade de fibrose. Arrivons maintenant à la prise en charge thérapeutique de cette catégorie de patients qui ont une toux chronique avec une pneumopathie avec une pneumopathie infiltrante diffuse. Donc, il faut savoir que la toux chronique chez ces patients, il faut faire un diagnostic bien sûr d'élimination, traiter toutes les causes qui peuvent donner la toux chronique, l'atteinte des voies aériennes supérieures, chercher est-ce qu'il y a un asthme associé, une hyperactivité bronchique, un reflux gastro-œsophagien. Donc c'est très important de traiter tous les autres facteurs de risque ou comorbidités qui peuvent aggraver cette toux chronique chez les patients ayant une pneumopathie infiltrante diffuse. Mais surtout, le challenge se pose par rapport aux patients qui ont une toux dans le cadre du syndrome d'hypersensibilité, avec beaucoup d'éléments thérapeutiques qui sont, dont quelques-unes sont validées et quelques-unes font des projets toujours de recherche. Alors, pour comprendre ces éléments du traitement, il faut connaître un petit peu le mécanisme de la toux chronique qui est actuellement défini comme une neuropathie sensitive dans laquelle on a un centre de la toux, des récepteurs de la toux, des voies afférentes, efférentes et des émetteurs, donc pour déclencher le mécanisme de la toux. Donc la cascade de la toux va se déclencher une fois il y a une stimulation des récepteurs de la toux par des triggers, que ce soit la fumée de tabac, le froid, etc. Donc différents stimulus, que ce soit chimiques ou mécaniques, qui vont stimuler les voies sensorielles au niveau central et périphérique, donc où il y a des récepteurs. Donc notamment en passant par des noyaux, les noyaux jugulaires et le noyau, le curseur. Donc une fois il y a une stimulation à ce niveau, donc au niveau des ganglions jugulaires et des ganglions noueux, donc il y a un acheminement de l'information
dans les voies sensorielles émanant du nerf vague au niveau des récepteurs de la toux, que ce soit au niveau bronchique ou au niveau central. Et l'acheminement de l'information va passer vers le système nerveux central via le noyau solitaire, et va engendrer une réaction neurologique, dans laquelle il y a une stimulation des neurones, un zoom sur ce qui se passe au niveau des neurones sensoriels stimulés. Donc il y a une activation du calcium qui va se libérer et va libérer des neuropeptides qui vont se fixer sur les récepteurs. Donc, parmi les récepteurs, il y a la récepteur Panxine, NK1 et d'autres types de récepteurs. L'ATP sécrété va stimuler, activer les récepteurs P2X3, donc qui vont acheminer l'information dans le neurone postsynaptique pour acheminer vers le cerveau. Et les traitements neuromodulateurs ils agissent en bloquant cette transmission de l'information vers le système nerveux central. Donc il y a deux types de cibles, soit au niveau du système respiratoire, donc les voies aériennes, soit au niveau du système central, en agissant sur les deux ganglions, le jugulaire et le noueux, et aussi sur le noyau solitaire au niveau du tronc cérébral, tout ça pour stopper l'acheminement de l'information au niveau central, pour éviter l'envie de la toux et la toux chronique. Donc grosso modo, voici les éléments thérapeutiques qui agissent sur cette toux chronique lors du syndrome d'hypersensibilité, lors d'une pneumopathie infiltrante diffuse. Il y a les neurotransmetteurs comme la gabapentin, la prégabaline. Il y a la psychothérapie par speech, et aussi il y a les anti-récepteurs comme l'anti-P2X2, donc le Gefaxipan, et l'Overpiton, donc c'est les anti-NK reléas, c'est les anti-cano-récepteurs qui vont passer l'information. Alors, ces traitements sont validés lors des essais jusqu'à l'essai 3, donc ils sont commercialisés en Europe, pas encore au Maroc, donc validés par l'ERS. Il y a d'autres médicaments qui ont tenté d'avoir une efficacité, comme les opioïdes, qui ont prouvé leur intérêt en matière de correction du score de toux chronique. La gabapentin aussi, la prégabaline. Une revue récente a prouvé quelques effets bénéfiques de ces médicaments neurotransmetteurs pour corriger la toux chronique, surtout réfractaire, lors d'une pneumopathie infiltrante diffuse. Alors, que disent les recommandations concernant la toux chronique réfractaire? Donc, l'ERS, en 2020, approuve la morphine, la gabapentin et la prégabaline pour traitement de la toux réfractaire, que ce soit dans le cadre d'une pneumopathie infiltrante diffuse ou dans le cadre des autres causes de toux chronique. Y a-t-il un intérêt du traitement spécifique de la maladie, connue par exemple une sclérodermie, la MMF ou la cyclophosphamide, chez les patients qui étaient traités par un traitement de fond de sclérodermie? Il y a une légère amélioration de la toux chronique en prenant le traitement étiologique. Pour l'étude SCIENCE-6 pour le nintedanib, qui s'est focalisé sur plus de 500 patients qui ont une sclérodermie, dont la toux constitue le symptôme majeur à plus de 80%, avec des images scanographiques étendues parfois au stade de fibrose. On connaît bien l'intérêt pour la diminution du déclin de la capacité vitale forcée, mais concernant la toux et la dyspnée, donc il n'y avait pas d'amélioration qui était vue pour le score cutané et lors de l'atteinte diffuse. Donc le traitement de fond pour le nintedanib n'a pas bien corrigé les symptômes, notamment la toux chronique. Dans cette série qui a essayé d'étudier le management de la toux chez les patients qui ont une pneumopathie infiltrante diffuse, qui constitue un tiers
des patients ayant une pneumopathie infiltrante diffuse avec une toux chronique, donc 73%. Donc 25%, c'est l'équivalent de 25% qui était suivi pendant une durée de 2014 à 2019. Donc, et cette catégorie de patients qui avaient une pneumopathie infiltrante diffuse avec une toux chronique a consulté plus de 140 fois. Et vous voyez, la consultation primaire, il y avait des prescriptions de médicaments, donc des préparations contre la toux, les antihistaminiques, les corticoïdes par voie nasale, les corticoïdes inhalés, les IPP. Après 6 mois, cette prescription a été augmentée, ce qui fait que ces médicaments ne constituent pas des recommandations donc, dans le traitement de la toux chronique chez les patients ayant une pneumopathie infiltrante diffuse, et ceci a été approuvé par les recommandations CHES de 2018, surtout pour la fibrose pulmonaire idiopathique, et pour la perfenidone et la thalidomide et la suppression antiacide lorsqu'il y a un reflux. C'est possible. Pour la sclérodermie, le traitement de fond, que ce soit le mécoméfolate ou la cyclophosphamide, a montré son effet. Pour d'autres auteurs, ces médicaments, comme la thalidomide, le cyclophosphamide et le MMF pour la sclérodermie, a montré une correction de la qualité de vie, des scores de sévérité de la toux. Pour les autres, comme l'oméprazole, donc c'est surtout chez les patients qui ont un reflux gastro-œsophagien qui est documenté. Pour la perfenidone aussi, il avait un intérêt plus important que le nintédanib dans le traitement, dans la correction de la sévérité de la toux et des scores objectifs de la toux. Pour la sarcoïdose, l'azithromycine a montré une réduction objective des scores de la toux. Pour les corticoïdes inhalés en cas de sarcoïdose, il n'y a pas de bénéfice reconnu à ce moment pour la correction de la toux chronique chez les patients qui ont une sarcoïdose. En conclusion, donc, la prévalence de la toux chronique elle est très prévalente chez les patients qui ont une pneumopathie infiltrante diffuse, donc que ce soit isolée ou généralement associée à la dyspnée. Et parmi les pneumopathies infiltrantes diffuses les plus fréquentes et étudiées, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc c'est une association qui exacerbe la qualité de vie d'une façon très significative, d'où l'intérêt de travailler ensemble pour comprendre plus ce mécanisme de toux chronique chez les patients qui ont une pneumopathie infiltrante diffuse, bien sûr en passant par un élargissement des études pour finalement avoir un traitement efficace. Et je vous remercie. Merci professeur Kouasmi pour cet exposé qui était très clair avec des messages clés.